Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h. Greenwich Mean Time, c'est la deuxième mission reconnue au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, à savoir la gestion des domaines publics et privés de l'État. D'après le décret numéro 2012-390 du 18 septembre 2012 portant organisation du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières. Une partie de cette prérogative vient d'être retirée au ministère que dirige Henri Eyébé Aïssi. En effet, une correspondance abondamment relayée sur les réseaux sociaux du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, vient lui répercuter les très hautes instructions du président de la République demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernée, soient désormais revêtues de son très haut accord formel, sous peine de nullité. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Gestion du domaine privé de l'État. À quoi sert finalement le ministère des Domaines? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jean-Robert Wafou. Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à le téléspectateur de cette prestigieuse émission. Merci bien. J'ai oublié de dire bonsoir, monsieur le ministre. Ah oui, nous sommes... Vous êtes toujours en fonction, hein, depuis. Il n'y a pas de remaniement, toujours. Mais Serge Alain, un parti politique, c'est une association privée, quoique exerçant dans le public. Oui. Le jour que le président national du SDF donc décidera... Maintenant qu'il est en train de se retirer. Oui, mais écoutez, le fait qu'il se retire... D'ailleurs, il avait donné les premières indications lors de la dernière présidentielle, en ne se présentant pas. Oui. Et l'annonce qu'il a faite, c'est clair que c'est une annonce lourde, très lourde d'ailleurs, parce que le chairman John Fundi a marqué la vie politique de ce pays, pas seulement du SDF. Et évidemment, le SDF, comme il a toujours dit, ne s'arrêtera pas avec lui. Bon, je tiens à rappeler tout simplement ici que lors du dernier comité exécutif national, dont le dernier NEC, tenu en décembre, il y a 2 commissions qui ont été mises sur pied. Il y a la commission réconciliation présidée par le sénateur Tchatchouan et la commission action politique présidée par l'honorable Jean-Michel Nithieu. Oui. D'ailleurs, les réunions se sont tenues. Le samedi passé, on a tenu une réunion au sein de la commission action politique, une réunion qui a duré près de 6 heures de temps. Et voilà, les propositions, je veux dire, des décisions qui ont été enregistrées, n'est-ce pas, seront transmises au NEC pour approbation. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que le SDF vit, le SDF est dans l'action politique, et le retour aux fondamentaux a été acté, n'est-ce pas, lors du dernier comité exécutif national. Quand je parle du retour aux fondamentaux, je parle de quoi? Je parle des prises de position frontales, n'est-ce pas, contre les dérives pratiquement quotidiennes de l'ordre régnant. Je parle également des manifestations qui pourront reprendre au cas où Yaoundé continue de faire preuve d'autisme et de condescendance sur des grands sujets, n'est-ce pas, qui engagent la vie de la nation. Donc le SDF est là, le SDF est là, et le SDF est bien là. Voilà, merci pour cette actualité au sein du SDF. Merci, monsieur le ministre Jean-Robert Wafou, chef de cabinet en charge de l'information et des médias. Tout à fait. Voilà. À côté de vous, maître Augustin Gueffard. Bonsoir, maître. C'est Alain, le bonsoir pour moi, il est mitigé. C'est un bonsoir qui me traumatise parce que Covid a refait vraiment un lit dans ma famille autour de moi. J'ai perdu un de mes petits-fils à 54 ans, Fenzi Boniface. Folelin est décédé, Thomas est parti.
Aujourd'hui, j'ai 3 de mes amis qui sont testés positifs. Heureusement pour moi que c'était juste au tout début. Je leur souhaite juste du courage de suivre la postologie. Et puis bon, qu'ils se souviennent que je suis passé par là, rien ne vous arrivera. À ceux qui nous regardent, je suis heureux de reprendre place sur ce beau plateau qui commençait déjà. L'actualité au sein du barreau? Oui, l'actualité au sein du barreau, c'est simple. C'est que nous avons enfin levé le mot sur le sine-die de l'enterrement de notre bâtonnier émérite. Le 6, la semaine de mars, en tout cas, les premières semaines de mars vont nous amener à lui dire dignement au revoir. Je crois que c'est le meilleur. Bonsoir Joseph René Mboutouzé. Oui, bonsoir Serge Alain. Bonsoir, comment va le RDPC? Le RDPC se porte comme un charme. Le RDPC, vous croyez qu'il peut se porter comment? Non, ça se voit. Voilà. Le RDPC est quand même le parti au pouvoir. S'il se porte mal, le pays risque de se porter mal aussi. Et comme le pays se porte bien, le RDPC se porte bien. Le pays se porte bien. Oui, je voulais dire bonsoir au gouverneur de la région du littoral. Vous réitérez que le pays se porte bien? Très bien. Ok, merci. Bonsoir, Dr Luisan Issoma. Bonsoir, Serge Alonto. Bonsoir à toutes les populations, surtout du Mbam et Nougou, et plus précisément du quartier Ndengue, qui m'ont reçu le week-end dernier, avec beaucoup de fanfares et de trompettes. Je salue les nombreux téléspectateurs qui nous regardent et permettez-moi de saluer, s'ils en ont gré, les autres panélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des téléspectateurs sur un sujet majeur qui exprime l'état de ce que le Cameroun est un pays potentiellement riche. Je vais ouvrir l'émission par vous, hein, ne vous inquiétez pas, hein, docteur Luisan, mais j'ai envie de savoir, je vais faire comme avec les autres, l'université, vous étiez là dernièrement, des petits mouvements, comment se porte l'université aujourd'hui? Oui, surtout l'université. Tout le monde a été payé? Oui, bien entendu. Mais là, on n'entend plus. Hein. Oui, bien entendu. Il reste, je crois, 100 ou 200 enseignants, mais je pense que... Donc, tout le monde n'a pas été payé. Hein. Oui, mais progressivement, ça sera fait. Okay. Les cours ont repris? Bien entendu, j'ai fait coup hier. Mais comment les cours peuvent reprendre alors que tout le monde n'est pas payé? Non, parce que le SINES a levé le mot d'ordre de décret. Okay. Et nous avons tous suivi ce mouvement. Et grâce justement à notre recteur, le professeur Magloire Ondoa, il a réussi à démêler les chines au niveau des directeurs des institutions, des établissements qui n'arrivaient justement pas à payer les prestations des enseignants. Il a tenu une réunion et les choses se sont bien passées. Ils ont compris qu'en fait, il faut apaiser le climat social par le paiement des prestations académiques. Je reste avec vous, Dr Luisan Issoma. Comment comprendre qu'une haute instruction vienne battre en brèche ce qu'un décret a prévu? Le décret 2012, mais ici, c'est une haute instruction qui enlève une prérogative à ce qu'un décret a prévu. Bien entendu, là, on peut stigmatiser le fait qu'on n'ait pas pu respecter le parallélisme de forme et de procédure. Mais ici, il faut placer cela sous le prisme d'un rappel à l'ordre. Pas sous le prisme d'un communiqué, mais c'est un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre tout simplement parce que, vous savez, le décret de 1976, c'est-à-dire que du 27 avril 1976, qui fixe la gestion du domaine public de l'État, est précis sur la question. C'est-à-dire que ce décret indique que le ministre des Domaines et du Cadastre et des Affaires foncières est le gardien de la domanialité publique. C'est-à-dire que quand on parle de gardien, cela découle de là deux de ses actes majeurs. C'est-à-dire qu'il est le protecteur des biens publics et il est le gérant, c'est-à-dire le gestionnaire de ces biens. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit justement le thème de ce soir, c'est-à-dire que la gestion du domaine privé de l'État. Alors il faut savoir que, Serge Alonto, on distingue quand même que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est le principe. Maintenant, dans ces terres, on distingue les biens du domaine public de l'État, ceux du domaine privé et ceux du domaine national. Et il faut indiquer que la différence fondamentale, les deux, c'est quoi? C'est simplement que les biens du domaine public sont inaliénables, sont imprescriptibles, sont insaisissables. Alors que les biens du domaine privé de l'État peuvent, au regard de l'article 7 du décret de 1976, peuvent faire l'objet d'une cession, d'une attribution, d'un échange et même d'une vente. Et c'est dans le cas d'espèce justement que se pose la question que vous me posez, qui indique que le ministre des Domaines et des Affaires foncières, au regard donc de sa mission de gestion de la domanialité publique, plus précisément du domaine public et du domaine privé de l'État,
a donc 4 possibilités. Il a la cession, il peut faire louer, c'est ce qu'on appelle le bail ordinaire ou le bail amphithéotique. Il peut procéder à l'échange ou à l'attribution, mais le cas d'espèce qui nous intéresse, c'est la vente. Il peut donc procéder par une vente par adjudication publique, c'est-à-dire qu'il procède à des mécanismes de publicité où on invite, c'est-à-dire qu'il respecte la publicité et la concurrence. Des gens soumissionnent pour obtenir une parcelle du domaine privé de l'État. Soit alors, il peut procéder par une vente de gré à gré. Et on se rend compte que sur le terrain, de plus en plus, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a choisi la voie de la vente par gré à gré. C'est-à-dire qu'une vente qui n'est pas contenante, qui n'est pas ouverte au mécanisme de publicité. Qu'est-ce qui se passe? Elle est simple. Vous écrivez au ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières à travers le préfet territorialement compétent. Si il accepte, il vous attribue la parcelle du domaine privé de l'État par un simple arrêté. Et maintenant, ce qui est indiqué, c'est que à travers cet arrêté d'homologation, il est indiqué qu'en zone rurale, comme en zone urbaine, il ne peut pas transférer 50 hectares de terrain sans l'approbation du président de la République. Et c'est ce qu'indique l'article 10 alinéa 1 du décret de 1995, du 4 août 1995, qui vient modifier le décret de 1976. C'est donc pour dire que c'est un rappel donc de cette procédure que le ministre secrétaire général de la présidence de la République dit au ministre Henri Béarissi de respecter le décret de 95 en son article 10, qui voudrait que les lopins de terre, hectares de terre de plus de 50 hectares doivent au préalable faire l'objet d'une autorisation du président de la République. Et ce que vous mentionnez est très important parce qu'à travers ce communiqué, on vient d'ailleurs lui rappeler que ce n'est même plus 50%, même si c'est une parcelle de terre de 2 cm, il faudrait au préalable l'accord du président de la République. Quelle que soit la superficie. Quelle que soit la superficie. Je finis donc en indiquant que, en droit administratif, ça s'appelle un contrôle administratif qui aboutit donc à un contrôle hiérarchique. Et lorsqu'on vous fait un contrôle hiérarchique d'une telle manière, attendez voir 2 choses. Soit vous partez du gouvernement, soit vous pouvez répondre de vos actes parce que l'administration va utiliser des procédures civiles et pénales, les procédures civiles à travers l'action processuale, l'action pétitoire ou des procédures pénales à travers, parce qu'il s'agit d'un détournement des biens publics. Merci. On n'est pas là pour faire peur aux membres du gouvernement. Hein. C'est l'état du droit que je restitue finalement avec objectivité. On interprète la sortie. Jean-Robert Wafo, vous dites que c'est discourtois et autoritaire. Oui, ce document. Tout à fait. Il est même impératif. Oui. Ce document, en réalité, trahit les batailles qu'il y a au sommet de l'État. Parce que je ne comprends pas comment un secrétaire général de la présidence de la République, il est le secrétaire de la République, je ne parle pas de l'homme, je parle de l'institution. Oui, je parle de l'institution, de la fonction. C'est bien, merci. Peut écrire à un membre du gouvernement de façon aussi impérative et discourtoise. Parce que vous voyez, je crois encore que dans ce pays, il y a un premier ministre chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières n'est pas un ministère délégué à la présidence de la République. Alors pourquoi ne pas saisir tout simplement le Premier ministre? Pourquoi? Le Premier ministre n'est même pas en copie. Il n'est même pas en copie. Pourquoi ne pas le saisir? Est-ce à dire que dans ce pays, décidément, le Premier ministre est devenu la serpillière de la République? C'est-à-dire où tout passe au-dessus de lui, incapable de réagir sur quoi que ce soit, ou alors de prendre une décision qui lui incombe. Le docteur Jean-Robert Wafo, le ministre secrétaire, le ministre d'État dit ceci, d'ordre de Monsieur le Président de la République. Donc il fait expressément savoir qu'il a reçu de l'ordre du Président de la République. Pour que ce soit répercuté au ministre des Domaines. J'aimerais bien qu'on... D'ordre du Président de la République. J'aimerais bien qu'il présente, n'est-ce pas, cet ordre qu'il a reçu du Président de la République. Qui nous présente ça? Mais l'administration a écrite. Il va présenter à tout le monde. Il ne faut pas écouter une chose. C'est-à-dire, on est dans des problèmes. Qu'est-ce qui est d'ordre et qu'est-ce qui n'est pas d'ordre? Le fait d'écrire d'ordre, est-ce que ça signifie qu'effectivement le Président de la République a donné l'ordre? Qui peut savoir?
personne. Dans d'autres pays, il y a un rituel républicain, à savoir la tenue du Conseil des ministres, où le président de la République préside, où il parle à ses maintenant, quand il est à le secrétaire général de la présidence, il est à la présidence de la République, il met d'ordre. Mais vous et moi, qui peut, n'est-ce pas, dire avec certitude qu'il a vraiment reçu cet ordre? De deux, on dit pas de nullité sans texte. Ou au-delà des tests. Vous avez dit, les textes disent à plus de 50 hectares, il faut se référer au président de la République. Mais là, dans cette injonction autoritariste, on dit quelle que soit la superficie concernée. Quelle que soit. Lisez cette disposition. Voilà, on va reprendre. Hein. Oui. Le ministre d'État, secrétaire général, à Monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. D'ordre du Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous répercuter ces très hautes instructions demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernée, soient désormais préalablement revêtues de son très haut accord formel sous peine de nullité. Est-ce qu'une injonction peut modifier un texte? La question que j'ai posée, docteur Luzon. Oui, bien Docteur, est-ce qu'une injonction peut modifier un texte? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un texte qui modifie? Est-ce qu'il y a un nouveau texte qui modifie le texte existant, qui fait état de ce que ce n'est qu'à plus de 50 hectares que le président de la République doit marquer son accord? Non. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut expliquer aux Camerounais? Veut-on montrer aux Camerounais qu'on est surpuissant? Mais la moindre des choses, on nous a toujours dit que le président de la République respecte les textes. Mais alors, c'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir si cet ordre-là vient vraiment du président de la République, qu'on présente comme quelqu'un qui respecte toujours les textes. Est-ce qu'on a changé l'organigramme, comme je l'ai demandé, du gouvernement? Dans les décrets nommant les membres du gouvernement, chaque fois que, donc après le décret, quand le décret pris, un ministre est nommé, quand le ministre veut prendre un arrêté, il y a des attendus, vu, qui rappellent tous les textes en vigueur qui lui permettent, n'est-ce pas, de prendre cet arrêté. Mais montrez-moi un texte qui autorise, n'est-ce pas, le secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État, à modifier un texte qui existe. Et puis, il va bien falloir qu'on questionne dans ce pays, parce que décidément, c'est trop. Le rôle du secrétaire général de la présidence de la République, quelles sont ses compétences? Si on veut les modifier, la procédure juridique est connue. Mais je n'ai jamais vu, à moins que le docteur Luzon Essomba me présente un texte, ou alors ceux-là qui ont l'habitude de défendre l'indéfendable et de justifier l'injustifiable, qui me présente un texte qui permet au secrétaire général de la présidence de la République, par simple injonction, de modifier une disposition contenue soit dans une loi ou alors soit dans un décret. Non, il faut arrêter. Je comprends très bien qu'il y a des batailles, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu. Bon, on nous annonce que le remaniement approche. Je ne sais pas si les deux ne sont pas en train de batailler pour un quelconque poste. Je ne sais pas du tout, j'ai dit je ne sais pas. Mais tout porte à croire quand même que... C'est-à-dire, tout porte à croire au regard du ton qui est utilisé, n'est-ce pas, dans cette injonction, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et de toutes les façons, ça donne une mauvaise image du gouvernement. Ça ne donne pas l'exemple. Ça ne montre pas la sérénité qui devrait entourer tout acte posé par le gouvernement. Voilà, Joseph René Boutouzé, pour vous, cette haute instruction du chef de l'État qui vient battre en brèche le décret, un autre décret du chef de l'État. Est-ce que pour vous, il y a un problème? Oui, vous savez, Serge Alain,
lorsque vous interrogez M. Wafo sur ce sujet, qu'est-ce qu'il peut bien dire? Il a été dur avec le gouvernement. Il est dur, il sera toujours dur tant que le gouvernement de son excellent Paul Biya va exister. Donc, moi, je n'écoute même pas vraiment ses points de vue parce que c'est connu d'avance. Mais moi, je voudrais observer ici qu'au-delà de nos chapelles politiques, nous devons parfois faire ressortir nos compétences, nos expériences personnelles. Le docteur Luzon Nsomba est vraiment resté dans le cadre purement juridique que j'ai apprécié. Moi, je vais un peu aller dans un cadre managérial en tant qu'expert dans les questions de management public pour d'abord relever des choses. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord vous rassurer que le ministre qui est ici est une très grande personnalité publique et il occupe pour la deuxième fois ce ministère. Et le SGPR est quand même SGPR depuis 10 ans. Ça veut dire que c'est deux hautes personnalités de l'État qui savent chacun à son niveau ce qu'il lui revient de faire lorsqu'une situation comme celle-ci arrive. Donc il ne saurait, pour ma part, avoir une boule quelconque entre ces deux commis de l'État qui ont chacun à son niveau fait leur preuve dans le gouvernement du Cameroun. Bon, maintenant, je dirais que je vais aller un peu sur le plan managérial pour dire que lorsqu'on doit prendre des décisions en tant que manager public, on est face à deux contraintes. Une contrainte de la légalité. Est-ce que nous devons toujours faire les choses en suivant la légalité? C'est une contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte de la légitimité populaire, ou alors la contrainte des résultats. Parce qu'il faut savoir qu'un gouvernement est jugé à l'aune des résultats qu'il produit dans chaque domaine public, ou alors dans chaque domaine de politique publique. Alors, lorsqu'on a à la fois les contraintes de l'égalité et les contraintes des résultats, il faut, à un moment donné, savoir faire des choix. Parce que l'expérience a montré que chaque fois qu'on s'accroche sur la légalité, difficilement on atteint les résultats qui sont attendus du peuple. Parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de donner le bien-être à ses populations. Et tout ce qui peut menacer les intérêts de l'État, qui peuvent contribuer à donner le bien-être de la population, bien qu'étant peut-être resté légal, commence à revêtir un caractère qui ne peut ne plus être légitime. Et quand on dit légitime, comprenez légitime dans le sens où les résultats de l'action publique ou bien de la politique publique est menacé de ne pas être atteint. Alors ce genre d'action devient donc illégitime. Parce que c'est le peuple qui donne la légitimité à toute action. Alors si un domaine privé de l'État semble être menacé, peut-être par des transactions bien que légales, mais qui ne permet plus d'atteindre les objectifs portés par la vision. Parce que la personne qui porte la vision de l'État du Cameroun et du gouvernement, c'est le président de la République. Et vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit administratif, mais je sais quand même que le pouvoir que détient un ministre lui vient directement du président de la République. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le ministre détient ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire délégué. C'est des pouvoirs délégués. Bien que M. Wolf a dit que le MINCAF n'est pas un ministère délégué, mais sur le plan réglementaire, il détient un pouvoir délégué. Parce que si on dit que c'est le même marteau qui frappe, mais on raccourcit à chaque fois le manche, ça veut dire que le manche le plus long peut le frapper, tout comme le manche qu'on a raccourci peut le frapper. Aujourd'hui, le président de la République peut faire un gouvernement et il ne désigne pas un MINCAF. Mais vous croyez que si on fait un gouvernement là maintenant et immédiatement après, il n'y a pas un MINCAF, on va
pas continuer à gérer des questions qui ressortent du cadastre des affaires frontières? Et à quoi Parce que le président de la République... Mais à quoi c'est le président... Non, vous avez bien vu que cette note, une copie a été donnée au SGPR. Et moi, j'ai une copie a été donnée SGPM. Oui. Mais regardez, vous voyez bien... Il y a une ampliation. Il y a une ampliation au SGPM. Donc vous n'allez pas dire que le premier ministère, pas le premier ministre qui n'a pas été saisi, le premier ministère a été saisi à travers son secrétaire général, et je pense que cela épouse bien la concordance des institutionnels, parce que c'est un SGPR qui écrit à un ministre, il ne peut pas, il préfère directement faire copie à son homologue du premier ministère. Moi, je crois que l'ordre institutionnel a été respecté. Je voudrais dire, les protocoles ont été respectés. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si la lettre a sauté tout le premier ministère et allait directement tomber chez le MICAF. Donc, pour dire que lorsque une action publique ou alors une politique publique a des risques de ne pas atteindre les objectifs qui sont fixés par celui qui commande la République et le président de la République, il peut vous dessaisir puisque c'est lui qui vous nomme et c'est son pouvoir qui vous délègue. Il peut se dessaisir et là on dit souvent qui peut le plus peut le moins. Okay. Le président de la République peut prendre toutes les décisions que le gouvernement prend en tant que président de la République. Il faut bien le noter, mais ça ne veut pas dire que le MINCAF, parce que la question de départ à l'émission c'était à quoi sert finalement le ministère des Domaines. Le ministère des Domaines ne s'arrête pas seulement à la gestion du domaine privé de l'État. Il y a le domaine public, il y a plein d'autres choses. Donc si on apporte des petits rectificatifs qui viennent, comme le docteur Essoumba dit, à la suite d'une évaluation. Non, le problème c'est sur la manière d'apporter ces rectificatifs. Vous voyez en quoi la manière est mauvaise? Je vais donc poser la question qu'on a dit. J'ai posé la question d'entrée. Une haute instruction vient-elle battre en brèche un décret président de la République? Non, attendez. Non, monsieur Boukouzé répond. Non, il est, monsieur Boukouzé il est dans un trou. J'ai lu dans mon propos introductif. Donc, à tout prix à sortir en s'agrippant le long des parois. Le décret de 2012. Dans la deuxième attribution, mission du MINCAF, c'est de la gestion des domaines publics et privés. Deuxième mission, reconnue au MINCAF. Voilà, oui. Je dis donc que voilà, la sortie du ministre d'État, en date du 12 février, on dit d'ordre du président de la République. Oui. Je demande donc, est-ce que une haute instruction vient battre en brèche un décret? C'est la question que j'ai posée d'entrée de jeu. Oui, écoutez, vous savez, si on veut bien comprendre l'esprit de la note du SGPR, oui. Ça veut simplement dire... Ça veut pas dire que désormais les actes du domaine privé de l'État seront pris par le président de la République. Ça veut simplement dire que désormais il va falloir un visa de la présidence de la République. Un visa. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette note. Si avant il n'y avait pas un visa préalable de la présidence de la République, désormais, bien que ce soit le ministre du domaine des affaires foncières qui va continuer à prendre ses arrêtés, mais il va falloir le visa qui vient de la présidence de la République. Et que, à défaut de ce visa, l'acte là n'aura pas reçu tous les visas que lui permettent d'avoir. Le ministre d'État est clair, il dit il parle d'immunité. Oui, voilà. Mais professeur, est-ce que... Non, je vous en prie, c'est moi qui modère, je vous en prie. Il n'était pas d'accord avec vous, il va vous répondre, ne vous en faites pas.
D'abord, M. Nguifab, Oui. sur cette affaire, entre guillemets, haute Cette- instruction qui vient comme ça mettre de côté, battre en brèche un décret du président de la République. Cette la haute instruction vient du président de la République, le décret est signé du président de la République. Comment comprendre? Du point de vue formel, M. Jalin, ce décret se justifie si on est dans une république exemplaire en construction. Et vraiment exemplaire en construction. Ça se justifie si on considère que le président de la République s'est réveillé et il surveille dorénavant les actes de ses ministres. Il surveille dorénavant les actes, faits et gestes de ses mandataires. En termes normaux, on dirait la gouvernance est en train d'accoucher de la redevabilité. C'est-à-dire que le président se prépare pour rendre compte au public de ce que son gouvernement fait. Vu sous cet angle, est-ce que le président de la République peut demander à un de ses ministres de lui rendre compte de ce qu'il fait dans son département sur un dossier précis? Personne ne contestera. Parce que voyez-vous, dans une république normale, dans une république de citoyens, on n'aura pas besoin de 66 ou 64 ministres. Si le président de la République décide de nommer 7 ministres dans la République, ça fonctionnera parfaitement. Ça veut dire qu'il prend sur lui d'effectuer les tâches que la pléthore des 50 autres ministres devraient faire. Pour faire simple, le président de la République, c'est toujours le même qui assure les fonctions du ministre du domaine et des cadastres. Il a seulement délégué. Voilà l'affaire. Sur ce plan, est-ce que le SGPR, mandataire du président de la République, et tout le monde connaît la notion, nous avons débattu ici, la notion de pouvoir déléguer, est-ce qu'il a le droit de dire d'ordre de monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous répercuter ces très hautes instructions, demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernée, soient désormais préalablement revêtues. Je m'arrête là. Est-ce que le secrétaire général de la présidence de la République doit le dire? Là-dedans, je passe sous le contrôle du docteur. Il exprime le mandat qu'il a reçu pour le faire. Le président de la République lui a délégué cette tâche, ce message. Porte-le. Et voilà le couloir. Seulement, quelle est l'entorche? Ou quelles sont les entorches? Le premier frein, ce que le président de la République est en train de dire, que l'histoire que vous appelez décentralisation là, vous m'énervez avec ça. Même pour vendre un terrain de 2 mètres carrés à Nia Soso ou à Pout-Luluma ou à Angelemedouga, c'est pas ça. Qui m'appartient. Ah, voilà. Moi, président de la République, je dois signer pour te vendre le terrain de l'État qui se retrouve à Angélé. Mais c'est normal. C'est l'entorse à la décentralisation. Mon très cher Mboutouzé, je vous connais déjà un peu élégant depuis que vous avez démissionné. Démissionner. Deuxième chose. Non, il faut préciser depuis que j'ai démissionné. Je vais vous dire cela à la fin. Non, mais deuxième limite. Non, parce que ça peut prêter. Le peuple m'écoute. Ça peut prêter. Attendez. Le peuple m'écoute. Non, quand vous dites. Non. Le peuple m'écoute. Non, demandez-lui de préciser. Parce qu'il faut la pas. CNPS. Voilà. Oui. Là, c'est. Deuxième entorse. Le président de la République est en train de dire que le ministre là risque de me trahir, de montrer que je travaille mal. Parce que, vous savez, le rapport Doing Business note qu'au Cameroun, obtenir un permis de bâtir pour faire dans les affaires, c'est la croix, la bannière. Parce que la procédure est sauvagement lourde. Or, M. Yébé, ici, c'est un monsieur rapide.
il fait vite et il va très vite. Donc, vous voyez, ça c'est l'entorse. Cette correspondance fauche les affaires que M. Eyebe Aïssi voulait faire décoller. Voilà la dangerosité de la lettre. Tu veux laisser l'impression que j'ai démissionné du RDPC. Tu vas continuer. Continuez, mec. Troisième chose, comme j'étais disant, cette lettre tue l'esprit du travail bien fait. Parce que cette lettre jette la suspicion sur les ventes de gré à gré. Ça donne l'impression que le ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières, il parcourt in personam le pays pour savoir où se trouvent les parcelles de l'État à vendre. Or, il y a toute une procédure à suivre. Je suis heureux de savoir que vous avez commencé par saluer le préfet du Vouri. Tout commence chez le préfet. Lorsqu'on est dans le domaine privé de l'État, tout commence chez le préfet. Lorsque vous, M. Mboutouzé, si vous voulez vivre à Bambouna Moussa dit définitivement, vous serez plus locataire. Si vous voyez un espace là-bas qui vous plaît, et sur lequel on a écrit Minkaf, vous n'irez pas saisir directement M. Yeba ici. Non. Vous retournerez voir votre protégé, votre frère, votre ami, M. Zemboutou, qui est le préfet. Et lui dit, la parcelle là m'intéresse. Il a parlé sa bonne. Il s'appelle Benjamin. On a compris. Qu'il m'excuse. Vous irez le voir et lui dit, la parcelle que j'ai vue à côté du petit terrain là, qui est vide là, m'intéresse. Il va vous dire, inspectez et vous revenez me rendre compte. Quand vous allez le rencontrer, effectivement, il y a un premier papier que vous allez remplir et lui donner. Il va déléguer les individus pour aller inspecter. Il va envoyer un géomètre qui va venir vraiment localiser l'affaire. Ensuite, il va prendre une première décision en commission. Quand il va prendre cette décision, il va envoyer chez le ministre. Et dès que le ministre a vu, il ne signe pas. La loi dit que quand il voit ce projet de décision envoyé par le préfet, lui aussi désigne une autre commission qui revient à Douala Bonamoussadi, au petit terrain. Voici, vous ne voulez pas détourner un stade à votre profit parce que vous êtes de la relation, vous êtes de la famille. Vous voyez? C'est quand la commission là reviendra que le ministre... Oui. Mais c'est ça c'est dans la vente par adjudication publique, la procédure que vous avez non. Qui est différente de la vente des C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce que le ministre Eyebe fait. Quand bien même vous sollicitez, il envoie une commission. J'ai connu quelques dossiers que j'ai examinés. Vous achetez le terrain là-bas? Bien sûr, il y a l'argent. Dans le domaine vous vendez, j'achète. Vous annulez, je vais au tribunal. On va voir. Donc, lorsqu'il envoie cette commission, je certifie, il certifie, et puis il dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vends cette parcelle de 200 mètres carrés en Guéfac-Augustin à charge pour lui, au regard de la loi, d'aller rencontrer le trésor public de Douala. Il me donne souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, pour payer le montant fixé, l'achat. Il ne vend pas à la tête. C'est la loi qui dit que la mercuriale là-bas, c'est tel montant. Il fixe cette mercuriale, il lit la mercuriale, il fait vendre. Si vous ne respectez pas les conditions, parce qu'il y a toujours une clause, sur un temps, on annule. Voilà donc l'entorse. Ça veut dire que lorsque, ici, le secrétaire général de la République donne l'impression que ce monsieur viole toute la procédure, ce qui n'est pas vrai. Quatrième entorse, ça jette et ça démontre que... C'est ton émission. Hein. Vous avez pris tout votre temps, vous n'avez pas d'argument, je m'en fous. Quatrième entorse, c'est que le secrétaire général est en train de dire qu'il paraît qu'il y a un commerce qui se passe dans ce ministère avec la vente de ces choses. Moi-même, je veux faire partie. C'est pas possible. Ça.
Parce que le texte est clair. Écoutez, Ça, c'est monsieur. il dit ceci. Demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État, quelle que soit la superficie concernée, c'est pas moi qui dis. Parce que la loi a cerné, hein. La loi dit qu'il y a des espaces, des superficies, au-delà desquelles M. Yibé Aïssi, ministre, n'a plus compétence pour le faire. Et il doit solliciter le visa. Mais quand on lui dit, on lui retire ce qui lui revient là, ça veut dire qu'il y a un conflit de quelque chose de Vous n'avez caché. pas su ce que... Que les choses, Vous n'avez pas su ce on ne veut que pas voir. Illusion et moi avions dit ici. Non, mais attendez. Donc, vous n'avez pas comprenez suivi que... tout ça. Non, Maître Gueffa. Je termine. Non, Maître Gueffa. Non, Donne-moi une minute. non, juste une seconde. Oui. Mais vous voulez, en d'autres termes, dire que la bataille, en réalité, c'est une guerre de contrôle de Gombo. Je ne sais pas si c'est la phrase que Non, mais vas-y, donc. je termine en disant que, monsieur Moutouzé, vous avez dit que c'est un visa. Non. Écoutez bien, c'est écrit en bon C'est français. bizarre. Soit désormais préalablement revêtu de son très haut accord formel. On n'a pas dit implicite. Mais C'est-à-dire que le président de la République, vous voulez acheter le terrain là, un petit terrain, Bonham Sadi. Le président de la République doit prendre son bic. non, ne laissez pas prospérer ça dans les têtes des... Vous et moi, c'est comme ça. Pas acheter le terrain à Bonamoussadi, un terrain qui appartient à l'État du Cameroun. Précisez toujours. Ok, envoyez Sinon, donc ce terrain en Guélémédouga. Si vous voulez acheter le terrain de l'État en Guélémédouga, Voilà, dites alors, que vous voulez acheter le terrain le de l'État président de la à République, Bonamoussadi. vous vous êtes arrangé pour me troubler. non. Le président de la République doit donner son accord formel, c'est-à-dire il doit écrire pour dire au ministre que j'ai déjà accepté. Non, ce n'est pas ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Voilà les lignes. Docteur Luton, Ce n'est pas ça. rapidement. Très rapidement, je pense que je ne veux pas rentrer dans des arguties politiques. Je ne suis pas politicien, j'avoue mon incompétence. Mais je voudrais indiquer que le problème aurait pu être simplement réglé. Le président devait prendre un nouveau décret modifiant le décret de 95 en indiquant que désormais, même les superficies à moins de 50 hectares doivent bénéficier C'est ce que j'ai dit. c'est-à-dire que d'une autorisation préalable du président. C'est ce Et que j'ai dit. Ça se passe à travers la formule Voilà. du visa. Il faut donc clair. distinguer qu'il y a des visas non substantiels et des visas substantiels. C'est-à-dire que sans lesquels un acte ne saurait être valide. Donc, dans le cas de l'espèce, il est indiqué que le secrétaire général de la présidence de la République fait donc montre d'une autorité de l'État. Et je rejoins Jean-Revé Faux. En fait, ça rejoint la question que nous avons débattue ici sur la délégation permanente de signature qui nous revient en plein feu sur le visage. Donc pour indiquer que Serge Alontou, c'est un problème très important. Il y a des guéguerres politiques sur lesquelles je ne vais pas rentrer, mais sur le plan technique, voilà comment le problème aurait pu être réglé sans mettre en valeur le secrétaire général de la présidence de la République, sans mettre en valeur le président de la République. Ça se règle de manière formelle par un décret qui indique justement comment ça se Ok, passe. merci, donc, on revient. rapidement, C'est l'heure du journal, là, je vous en prie. C'est l'heure du journal. Il est là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons encore de cette pandémie de Covid-19. Le gouvernement le reconnaît. Il y a un relâchement global des mesures barrières qui sont loin d'être respectées par la population. Mais qu'est-ce qui est fait pour amener les Camerounais à prendre conscience de l'existence de la maladie à Covid-19, elle qui fait de nombreux morts depuis quelques semaines au Cameroun? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un projet cher au défunt président Amadou Ahidjo, celui de développer l'agriculture à Kondiok, dans le département du Nkam. Ça a été le village des pionniers. Aujourd'hui, ce village, cette localité n'est que l'ombre d'elle-même. Les agriculteurs ont abandonné les champs. L'enclavement est criard. C'est un grand reportage à suivre au cœur du journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la désignation de Maître Dieudonné Api à la tête de la commission électorale de l'instance fêtière du football africain. C'est lui qui doit diriger ces élections très attendues pour le renouvellement de la classe dirigeante de la CAF. Nous ferons le point sur son profil et sur ses prérogatives en tant que président de la dite commission. Nous évoquerons également dans le journal de 20h, Serge Alain, les critiques formulées à l'encontre de la composition de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous le savez, le chef de l'État a promulgué certaines personnalités dans cette commission et des centrales syndicales s'offusquent de certains choix qui ont été menés
par le président de la République. Vous les écouterez dans le journal de 20h. C'est Alain. Justement, après le journal de 20h, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Mais avant tout cela, madame, monsieur, d'abord, une page de pub. Et après, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Du 6 au 13 mars 2021, venez découvrir la richesse de la culture du peuple Bamunju à travers ces journées traditionnelles et culturelles Chepan qui seront rendues à la